Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue dans notre rendez-vous quotidien. J'adore ça, je suis trop contente. J'adore vous voir, vous connecter, poser des questions. Comme à chaque fois, je vous invite à vous prendre un verre d'eau, une petite tisane, à vous asseoir confortablement pour le début de ce live. Ah, Stéphanie, salut ma chère. Hello, hello. Donc oui, prenez le temps de vous déposer, hein, de vous asseoir confortablement et de respirer. C'est bon pour la santé de respirer. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est la suite de l'histoire. Je ne pourrais pas tout suivre, mais on verra si je regarde jusqu'au bout. Parfait, ma chère Stéphanie, pas de souci, et bien contente que tu sois là. Donc, lundi, on avait eu la situation que la maman m'a envoyée, je la relis. Mon enfant à 3 ans, il fait des crises dans certains endroits publics, centres commerciaux, certains restaurants, les toilettes publiques, et c'est très très difficile à gérer. Pourquoi? Dans un premier temps, je vous ai émis les différentes possibilités pour que vous rentiez un peu dans mon cerveau à titre d'experte en neurodéveloppement, parce que justement, c'est ça mon but, c'est ça mon objectif, c'est ça mon travail, c'est ça mon métier, de voir les manifestations émotionnelles et comportementales des enfants et dire c'est associé à quoi? C'est associé à des difficultés sensorielles. Allô, mon cher Arnaud, comment ça va? C'est associé à des difficultés d'ordre sensoriel, associé à des difficultés d'ordre motrice, c'est associé à des difficultés d'ordre cognitif, attentionnel, perceptuel, social, name it. Puis tout ça, ça a un impact sur l'autonomie, sur les apprentissages. C'est ça mon métier. Donc, ce qu'on a fait lundi, c'était vraiment d'exposer les différentes possibilités qui pouvaient expliquer les crises. Parce qu'il n'y a jamais de crise pour rien. On l'avait vu, ça, il n'y a jamais de crise. L'enfant n'est pas câblé neurologiquement parlant pour faire des crises et vous faire honte et vous manipuler et vous provoquer et faire des caprices. Certainement pas. L'enfant naît et il est câblé au contraire pour faire tout ce que vous faites. L'enfant est câblé pour vous imiter. Le principe des neurones miroirs, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, que je vous ai abordé lundi et mardi. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, les crises, ça ne plaît pas à l'enfant. Autant que vous mettez en état de colère, de frustration, de détresse, de panique, ça ne vous plaît pas. Ça demande de l'énergie d'être en état de crise. Ça fatigue, c'est déplaisant. Ça veut dire qu'à un moment donné, au niveau de son système nerveux, l'enfant bascule de l'état de détente à l'état de stress. Mais personne ne veut ça. Et qu'est-ce qui occasionne ça? C'est ce qu'on a vu hier, c'est quand l'enfant vit un stresseur suffisant pour le faire basculer de l'état vigilance tranquille à un état d'hypervigilance. Et si le stresseur se maintient à un état de désorganisation, voire de dissociation. Et c'est là que je vous mentionnais avant hier et hier, comme quoi que c'est là que la communication verbale ne sert plus à rien. On a beau dire, ben non, fais-toi-en pas, tu sais, comme hier, on a parlé comme quoi que cette situation-là, elle est proprement reliée à
une notion d'hypersensibilité auditive. Hein? On entend le terme hypersensibilité, moi je trouve à toutes les sauces actuellement dans la société. L'hypersensibilité, ce n'est pas l'émotionnel. C'est vraiment propre au sensoriel. Et le sensoriel, ça va être bientôt, inscrit vraiment au sein du livre des diagnostics de troubles de santé mentale, hein, le DSM-5. Et nous, les ergothérapeutes, c'est nous qui évaluons, du moins les ergothérapeutes canadiens, et qui posons l'hypothèse diagnostique de troubles d'intégration sensorielle, de troubles d'autorégulation sensorielle, parce que c'est notre spécialité. Ici, comme je vous disais, en France, il y a aussi les psychomotriciens qui l'abordent. Mais tout ça pour vous dire que l'enfant ici de 3 ans fait des crises dans certains endroits publics. Pourquoi? Parce qu'il présente une hypersensibilité auditive. Donc, c'est pas son oreille qui fait défaut, c'est vraiment l'analyse faite au niveau du tronc cérébral, on l'avait vu, hein, qui est la première couche de notre système nerveux, qui est notre système nerveux inconscient, que lui a perçu comme quoi que le bruit était dangereux pour son intégrité et sa survie. Salut Cynthia! Et donc, envoyer le message à la deuxième couche du cerveau, qui est notre cerveau semi-conscient, le système limbique, hein, le système de nos émotions, comme quoi il fallait agir parce que c'était une source de danger. Et c'est là que l'amygdale, hein, je vous disais hier, c'est le bouton d'alarme du système nerveux, et pouf, ça déclenche une grosse réaction dans le système nerveux de l'enfant, libérant les hormones du stress, notamment le cortisol et l'adrénaline. OK? Est-ce que jusque-là, ça va? Vous avez des questions? Parce que maintenant, le but d'aujourd'hui, maintenant qu'on a exploré tout ça, ça va être de regarder ensemble quelle posture, normalement, on voit que les parents manifestent et quelle est la posture idéale à adopter. Donc, est-ce que vous avez des questions ou ça va? Alors, je poursuis. Donc, quand un enfant fait une crise, la réaction d'un parent, s'il panique, si lui-même bascule en état de stress, qu'est-ce que ça renvoie comme image à l'enfant? Ça renvoie à l'image à l'enfant comme quoi qu'effectivement, le danger est bien présent. Okay? Notamment ici, dans la situation de crise de l'enfant de 3 ans, lui, son hypersensibilité auditive lui mentionne comme quoi, par exemple, le séchoir à main, les bruits dans le centre commercial, avec la musique, les gens qui parlent, ou dans les restaurants avec, tous les bruits qu'il peut avoir, est dangereux pour l'intégrité de son système nerveux. L'enfant fait une crise parce que, dans le fond, son niveau d'inconfort a monté. Si le parent lui-même se met à paniquer, à crier, à être en état de stress, ben, ça objective à l'enfant de dire « Ouais, tu fais bien de paniquer, tu vois, moi aussi, ton adulte référent, je panique autant que toi. » OK? Donc, si vous vous mettez en état de panique, de stress, de colère, hein, en lui criant après, ça ne sert absolument à rien et c'est loin d'être constructif. Parce que l'enfant, au niveau de son neurodéveloppement, va voir sa référence en panique. Et donc, lui, qu'est-ce que ça va faire chez lui? Ah, je devrais peut-être encore plus paniquer. Donc, il va avoir plus de libération de cortisol et d'adrénaline. Ah, le bouton d'alarme va s'enfoncer encore plus au niveau du système limbique. Parce qu'il voit son référent en détresse.
Et je sais, mes chers parents, que c'est pas évident. C'est pas évident par rapport au regard des autres. Admettons, là, je vous lance la situation. Vous êtes dans une toilette publique, votre enfant, comme l'enfant ici de 3 ans, fait une crise parce qu'il entend tout le monde utiliser les séchoirs à main. OK? Ben oui, il va y avoir d'autres parents, d'autres personnes qui vont passer dans la toilette. Il va voir votre enfant en train de faire une crise. Qu'est-ce que ça déclenche chez vous? Après, votre posture, elle dépend que de vous. Ce que je veux dire par là, c'est oui, c'est votre choix de dire ouais, j'ai honte. Mais votre enfant, là, qui fait une crise, c'est qu'il est vraiment mal. Il n'est pas bien, sinon il ferait pas ça. Fait que c'est pas pour vous faire suer, c'est pas pour vous manipuler, c'est pas parce que vous l'avez mal élevé, certainement pas, c'est pas parce que vous l'avez mal éduqué, c'est pas pour vous provoquer, c'est parce que le tronc cérébral a analysé l'information sensorielle comme étant une source de danger. Salut mon cher Thierry! Donc, source de danger qui est analysée au niveau du tronc cérébral. L'information transmise au niveau du système limbique, pouf, on déclenche la réaction. Et comme je vous disais dans la théorie hier, impossible pour un enfant en bas de 4 ans de s'auto-raisonner. Pourquoi? Parce que les connexions synaptiques au niveau du cortex, qui est notre cerveau conscient, oh là, qui est notre cerveau conscient, ils sont pas faits, ils sont pas créés encore. C'est pour ça qu'on n'a pas de souvenirs ou à peu près pas de souvenirs d'avant nos 4 ans. C'est parce que notre cortex, notre zone des intelligences, avec notre cerveau conscient, surtout au niveau de notre lobe frontal, qui est notre lieu de logique, de raisonnement, d'analyse, d'auto-régulation, tout ça, c'est pas forgé avant 4 ans. Ce qui se développe à partir de la naissance, c'est le tronc cérébral, qui est le cerveau inconscient, primitif, qu'on dit aussi en langage neurologique, qu'on dit reptilien. Et l'autre aspect qui se forge jusqu'à 4 ans, c'est le système émotionnel, qui est le cerveau semi-conscient. Donc, votre enfant de 3 ans qui réagit par rapport à un inconfort sensoriel, certainement pas que ce n'est pas de la manipulation, de la provocation, parce que de la manipulation, de la provocation, c'est propre à une idée dirigée, comportementale, donc c'est propre au cortex et à l'intelligence. Mais l'enfant, il a 3 ans, donc il réagit que sur une action d'une certaine manière primitive, en lien avec ce que son tronc cérébral a interprété la situation et qui a envoyé dans son système limbique. Maintenant, si, comme je vous disais, vous êtes en état vous-même de détresse, de panique ou de colère, vous lui renvoyez ça. Et là, lui se dit, mais effectivement, je fais bien de paniquer. Mon parent référent significatif qui me donne mon cadre de sécurité à tous les jours et d'attachement panique. Donc, je vais paniquer encore plus que lui, parce que c'est lui qui est censé me protéger. C'est lui qui est censé m'apporter une sécurité dans mon environnement et d'un point de vue affectif. Donc, quelle posture qu'il faut adopter selon vous? Puis je vous pose la question, vraiment, quelle posture? Votre enfant fait une grosse crise, comme je dis, une crise de bacon, on dit ça beaucoup au Québec. Donc l'enfant est au sol, il crache, il frappe, il est dans la toilette, il y a des gens qui passent, il fait une grosse crise. Mais quelle est la posture à adopter? En fait, mes chers, la posture à adopter,
c'est de rester calme. La posture à adopter, c'est de vous éloigner de l'enfant, de s'assurer quand même que l'environnement dans lequel il est en train de faire une crise est somme toute sécuritaire, hein, qui risque pas de se cogner sur des coins de table ou des coins de rebords de robinetterie ou peu importe, et de le laisser faire sa crise. Pourquoi? Parce qu'une crise, c'est une forme d'énergie qui doit être libérée. Toutes les émotions, toutes les courbes au niveau de notre régulation, hein, quand je vous parlais d'hypovigilance, de vigilance tranquille, d'hypervigilance, tout ça, ça fait une courbe. Donc l'enfant ne va pas rester en crise indéfiniment, n'ayez crainte. Non. Par contre, si vous êtes calme, si vous respirez par vos 2 trous de nez, que vous vous mettez à l'écart, que vous assurez que l'environnement est somme toute sécuritaire, et que vous avez un regard bienveillant posé sur votre enfant, et que dès que sa crise est finie, vous l'accueillez dans vos bras en lui donnant plein de bisous partout, puis en le berçant sans rien dire. Bien, la crise, là, premièrement, il va faire sa courbe aisément, ça va durer 10-15 minutes. Si vous paniquez, vous êtes en détresse vous-même, vous êtes en état de stress, la crise peut durer, oui, 30 à 45 minutes, facile. Parce que vous allez faire augmenter l'état de crise chez votre enfant. Pourquoi? Parce que votre enfant, il est câblé avec vous. C'est le concept des neurones miroirs. Et c'est comme ça que tout humain apprend. Moi, je veux apprendre à jouer de la guitare, mais je vais analyser comment quelqu'un joue de la guitare. Je veux apprendre à danser de la salsa avec mon cher Thierry, qui est mon prof de salsa. Ben, je vais le regarder danser. Je veux apprendre à couper des légumes. Je vais regarder quelqu'un qui coupe des légumes. Ben, un enfant qui veut apprendre à comment gérer son émotion par rapport à une situation de stress, il va regarder son parent, il va vous regarder. Mais si vous paniquez, vous êtes en colère, vous êtes en train de lui crier après, vous êtes en train de lui dire que vous faites honte, que vous êtes en train de lui tirer le bras, que vous essayez de faire une contention. Non. Ça sert à rien. Vous allez augmenter son état de stress. Mais si au contraire, vous vous mettez à l'écart, vous attendez que la courbe diminue en 10 minutes et qu'après vous l'accueillez et un coup que là, la courbe, elle a diminué et que là, il est sur ses petits sanglots de fin de crise. Hein, puis que là, les dernières larmes coulent, puis que vous sentez un état de tendu à... tu sais, de tout mou, là, de vraiment de relâchement du système nerveux. Salut, ma belle Marie! Des bisous! Vous ressentez un relâchement total, hein, de son état, de son tonus. Là, vous vous dites, OK, il a complété sa courbe. Il a libéré toutes les émotions qu'il devait libérer par rapport à son stresseur. Et là, vous le bercez. Et là, vous pouvez mentionner ce que vous avez vu. Ouf! C'était pas facile, hein? Puis là, vous émettez des hypothèses. Je suis peut-être, on dit au Québec, je suis peut-être dans les patates. Hein? Je pense pas qu'on dit ça en France. Mais dans le sens que vous émettez l'hypothèse que vous êtes peut-être en erreur. Donc, je suis peut-être en erreur, ou au Québec, je suis peut-être dans les patates. Mais est-ce que ça se peut que les bruits des conversations ou le bruit du séchoir à main t'a fait mal aux oreilles? Et là, l'enfant, il va reconnecter
un petit peu plus, hein, avec son cortex, même s'il n'est pas pleinement développé. Mais là, il va pouvoir vous parler. Puis là, il va pouvoir vous dire, oui, oh, je comprends. Hmm. Et là, ici, votre travail, ça va être d'être curieux, d'être dans l'écoute curieuse et bienveillante. Hmm? Parce que l'écoute curieuse et bienveillante, ça va faire en sorte que vous allez vraiment questionner l'enfant avec des questions faciles pour qu'un enfant de 3 ans vous comprenne. Et vous n'allez pas lui mettre tous les mots dans la bouche. Vous allez attendre que lui vous dise qu'est-ce qui s'est passé. Et là, il va dire, oui, ça me fait de bobo aux oreilles, comme s'il y avait un couteau dans mes oreilles. Ah, donc c'est pour ça que t'as crié puis que t'as commencé à taper. Oui, parce que ça faisait trop mal. Ah. Et là, ça nous permet d'entamer la discussion avec l'enfant. Ok, je comprends. Puis là, vous pouvez faire un petit white lie. Moi aussi, quand j'étais petite, les séchoirs à main, ça me faisait mal aux oreilles. Puis là, l'enfant, ah oui? Hein, parce que vous êtes son modèle, vous êtes son super-héros, vous êtes son parent. OK? Et là, lui, il va réagir, ah oui? Puis je vais dire, ben oui, ça m'est déjà arrivé. Comme ça, là, il va se sentir validé. Validation, mes chers parents, égale état de sécurité. Lui qui a été complètement désorganisé dans son sentiment de sécurité intérieure, vous lui ramenez un état de sécurité en l'écoutant, en le validant, en l'accueillant, puis en mentionnant même, c'est peut-être pas totalement vrai, mais que ça vous est déjà arrivé. Là, il se calme. Et là, vous lui dites, et tu savais, moi, ce que je faisais? Ben, j'utilisais, par exemple, et là, si on en reparle demain, par exemple, des coquilles anti-bruit, quand je rentrais dans les toilettes publiques. Hein? Ça, c'est des écouteurs qu'on met sur nos oreilles qui empêchent les bruits de faire mal aux oreilles. Et là, l'enfant, il est ouvert à ce que vous lui proposez une solution. Pendant la crise, pas du tout. Hein, si vous lui dites pendant la crise, calme-toi, ben non, ça fait pas peur, les bruits, nanana. Ben, lui, bon, je vous l'ai dit, ça va juste exacerber la crise. OK, ça c'est sûr. Mais quand la courbe elle est retombée, là, il est en état d'écoute. Pendant la crise, pas du tout. Pendant la crise, on ne le touche pas, on ne lui parle pas, ça sert à rien. C'est comme vous. Vous êtes fâché, vous n'avez pas le goût là, que votre partenaire de vie, vos amis ou vos parents vous disent quoi que ce soit. Ça va passer d'une oreille et ça va sortir par l'autre de toute façon. Quand que le système nerveux est en état de stress, il y a ce qui existe, ce qui est démontré dans les études, c'est qu'il y a vraiment une déconnexion de toute façon entre le lobe frontal et tout ce qui se passe au niveau du système émotionnel. Ça veut dire qu'on n'a plus accès de toute façon à tout ce qui est en lien avec la logique. Donc, même un enfant à haut de 3 ans, donc un enfant de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans, de 16 ans, quand il est en état de détresse et de panique importante, lui non plus, tout comme vous, hein, vous apprenez une nouvelle qui vous met en état de panique, vous n'avez pas plus accès. Bonjour Coralie! Vous n'avez pas plus accès à votre capacité de logique, d'analyse de la situation pour vous calmer. Non, vous êtes juste en train de compléter la boucle de l'émotion qui fait hop comme une cloche et qui redescend. Est-ce que ça va pour le moment? Avez-vous des questions? Puis je sais que c'est pas facile, hein? La posture. Hello, coucou! C'est pas facile la posture de parent, mais c'est ça pareil. La posture de parent dans cette situation-là de crise, c'est lui montrer l'opposé d'un état de crise. Donc c'est quoi? Le calme total.
Je vous donne un exemple. J'avais, moi, un petit coco que je traitais à ma clinique au Québec. 4 ans, trouble du spectre de l'autisme. Verbal d'une certaine manière, mais non verbal dans le sens que c'était de l'écholalie. Donc, il faisait que répéter ce qu'il entendait comme publicité et comme, des paroles dans des émissions de télévision ou de films. Et cet enfant-là est arrivé à ma clinique et clairement, il avait passé une mauvaise journée. OK? Et là, on commence la thérapie, état de crise totale. Fait que lui, il fait une crise autistique à ce moment-là. Fait que c'est vraiment un bon niveau de crise. Il court partout, il frappe, il crache, il tape, tu sais, la totale. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que je vous ai dit. Je me suis mis complètement à l'écart. Je me suis assuré que tout soit sécuritaire pour lui dans mon local. Je me suis assise dans un coin du local pour pas être menaçante à ses yeux, hein, parce que, dans le fond, l'adulte, même si vous êtes son parent, quand on est en état de crise, on est perçu menaçant, comme un lion, comme un ours. Donc, je me suis assise dans le coin de ma salle, donc plus bas que lui, et je le regardais. Les jambes ouvertes, les bras ouverts, tu sais, dans le sens, dans une posture, pas de, tu sais, comme ça, fait qu'une posture vraiment d'accueil. Et la courbe a été faite, et tranquillement, elle a diminué, diminué, diminué. Et là, l'enfant, à un moment donné, s'est ramassé au sol, a comme diminué son état de crise, c'est qui, bon. Fait que les larmes encore, les derniers sanglots. Et là, cet enfant-là, avec son trouble du spectre de l'autisme, il avait une hypersensibilité tactile. Fait que forcément, il allait pas vraiment s'approcher de moi si c'était pas moi qui allais. Sauf que moi, je voulais m'assurer que, évidemment, ça soit bien fait, bien réalisé. Donc, pour lui, pour pas que ça régénère un état de stress. Donc, je me suis approchée de lui, tranquillement, tu sais, sur les fesses, tu sais, jusqu'à temps que je puisse mettre ma main sur son dos, parce qu'il était couché sur le ventre. Tu sais, mais ferme, hein, pas en le flattant, ferme. Parce que en flattant, quand on a une hypersensibilité tactile, pouf, ça génère du stress. Fait que ferme. Et là, finalement, j'ai pu mettre mes 2 mains, et finalement, j'ai pu prendre l'enfant, et j'ai terminé ma thérapie en le berçant d'un côté et de l'autre. À partir de ce moment-là, cet enfant est revenu en courant dans toutes mes thérapies, avec une alliance thérapeutique et une confiance absolue. Pourquoi? Parce que j'avais respecté le fait qu'il n'était pas en état cette journée-là. Je n'ai pas contraint sa crise, je l'ai laissé faire sa boucle émotionnelle, sa petite courbe. Et au final, l'enfant a reçu de ma part de l'écoute, de la rassurance, de la sécurité, de l'ouverture et de l'accueil. Yes, c'est doux. Allô, Emeline? Exactement, c'est doux. D'une douceur totale. Et vous savez, après, lui, c'était un enfant en famille d'accueil. Sa maman d'accueil est venue me voir, puis elle avait déjà travaillé auparavant comme éducatrice, justement avec des enfants autistes. Puis elle m'avait dit, tu sais, Patricia, de tous les professionnels qu'on a eus, t'es certainement celle qui a le mieux réagi parce que les autres auraient paniqué. Ouais, mais il faut le savoir, ça. Il faut le savoir. Et moi, c'est ce que je vous recommande, mes chers parents. Retenez ce message-là. Qu'est-ce que vous voulez renvoyer comme miroir à votre enfant par rapport à la situation vécue? Et la plus grande problématique que moi j'enseignais à tous mes professionnels de la santé, hein, mes salariés que j'avais à ma clinique, à toutes mes stagiaires d'université, à tous mes parents en formation, en conférence, à tous les professionnels, tout ça, c'est la question à se poser, c'est qu'est-ce que ça déclenche chez vous? Si vous
Tu sais, moi, par exemple, si dans ma salle, j'avais commencé à me dire, oh non, j'ai l'air de quoi? Parce qu'il fait une crise devant moi, ça doit être de ma faute, c'est parce qu'il me rejette, là, en ce moment, il m'humilie, puis en plus, le parent, il paye, mais je suis en train de rien faire. Si j'avais commencé à me dire tout ça d'un point de vue mental, ben oui, j'aurais commencé à agir, puis en étant stressé. Pareil pour vous. Si vous vous dites, oh non, mon enfant en ce moment est en train de m'humilier, il me fait honte, ça prouve que je suis une mauvaise maman ou un mauvais papa, par exemple, que je l'ai mal élevé, que j'avais bien raison, il me manipule, ou mes amis avaient raison, il me provoque, et là que vous vous mettez à faire un genre de tourbillon dans votre tête mentale qui est relié à vos blessures et relié à votre ego, bien entendu, vous allez réagir sous le coup du stress à votre enfant. Mais si au contraire, vous mettez ça de côté, hein, vos blessures, vos schémas, tout ça, hein, puis que vous les travaillez autrement, mais que vous faites juste dire, hey, mon enfant est en état de panique en ce moment. Il panique parce qu'il n'est pas bien. Ça n'a rien à voir avec moi. Les autres, ils n'ont rien à dire. De toute façon, les autres parents dans la toilette ou dans le centre commercial, je les connais pas. Je les reverrai jamais. Ils me connaissent pas. Ils connaissent pas mon enfant. Et moi, je sais qu'en m'assoyant et en le regardant et en m'assurant sa sécurité, je sais que je fais bien. Vous faites bien. Ayez confiance en vous et mettez de côté ce que Pierre, Jean-Jacques peuvent dire autour de vous. OK? Donc voilà, mes chers. Ça ressemble à ça pour aujourd'hui. Donc, posture de parents. Dites-vous, qu'est-ce que je déclenche? Qu'est-ce que l'enfant déclenche chez moi? J'essaie de mettre ça de côté pour avoir un cadre sécurisant, bienveillant, validant, rempli d'écoute. Et vous allez voir que les prochaines fois que vous allez amener votre enfant, notamment dans un centre commercial, dans un restaurant, dans une toilette, la crise, peut-être qu'elle va même plus arriver. Vous allez avoir diminué déjà les chances de 50% que la crise arrive, si c'est pas plus, juste parce que votre posture, elle était optimale en tant que parent la fois où il y a eu une crise. S'il y a eu des crises précédemment, puis là, vous adoptez cette posture-là en lien avec ce que je vous communique, les prochaines crises vont être beaucoup moins importantes aussi, parce que vous avez envoyé un reflet à votre enfant qu'il n'y a pas lieu de craindre et qu'il n'y a pas de danger et qu'il est en sécurité avec vous. Vous êtes son cadre de référence sécurisante. Donc voilà. Je vous envoie plein de gros bisous. Et demain, on se revoit en live pour la dernière partie. Hein, je vous ai dit qu'on voyait cette situation-là en 4 temps cette semaine. Donc demain, on revoit les solutions concrètes en lien avec l'hypersensibilité auditive qui était vraiment le cas de ce petit coco-là de 3 ans et de la raison de ces crises. Donc, au-delà de la posture, je vous explique les autres stratégies à mettre en place pour éviter complètement les crises et que les crises, elles n'existent plus. Et voilà. Des gros bisous tout le monde! Ciao!